Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Les décodeurs, il est 8h18 et c'est Mohamed Douillet qui arrive, qui fait son entrée. Il a froid. Tout le monde a froid d'ailleurs. Moi je peux vous dire que ce matin très tôt, il faisait moins froid que maintenant, là, à 8h18. C'est marrant, Je vous encourage à vous lever très tôt, les gars. Pourquoi ? Parce que c'est mieux, c'est du tonus. C'est Sarkozy qui disait ça, non, il faut se lever tôt, c'est ça le... Tu sais, plein de monde disait ça, mais oui. bon. mais ce conseil il marche parce que tu as des choses intéressantes à faire, Franck. Il l'a dit récemment, là où il était, ou je sais. Sarko ? Ouais. Sarkozy se levait très tôt. Il fallait bien qu'il écrive son livre. Sans vocal, tôt. Tiens, d'ailleurs, c'est l'événement. Je vous en ferai pas parler parce que les bonnes feuilles. Il y a des bonnes feuilles qui sont sorties, je crois. D'accord, déjà. Déjà, mais on sait qu'il priait. On sait qu'il a. Peut-être ça l'a perturbé parce que ce qui ressort aujourd'hui dans les médias français notamment, c'est qu'il est pour l'union des droites. Maintenant, il est pour l'union des droites. Donc, je pense qu'il a subi un choc pendant son passage en prison. Alors, premier sujet des décodeurs. Je voulais, avant de parler tout à l'heure d'enseignement et puis de la réforme électorale, c'est la journée du climat aujourd'hui. Journée du climat, journée mondiale du climat. Il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, se terminait la COP30 avec un débat plutôt mitigé cette année. Aujourd'hui, c'est la journée du climat. Est-ce que... on va revenir un peu sur la COP30 et puis sur ce qu'on pourrait appeler la communication climatique, c'est-à-dire que finalement cette COP30 elle est là pour ça, elle est là pour communiquer et rappeler aux gens que c'est un enjeu, le climat. Et cette journée du climat aujourd'hui, ça va nous permettre de parler du climat dans le monde entier, notamment sur les médias, c'est fait pour communiquer. Est-ce que peut attendre le Maroc, par exemple, de négociations internationales sur le climat ? On a vu que pourtant le Maroc a été très bon dans cette dernière COP30. Ils ont fait beaucoup de déclarations. Qu'est-ce que peut attendre le Maroc de négociations internationales ? Oui, Sam. Question un peu difficile, je dirais. Mais je pense que c'est... déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que le Maroc reste un très bon élève au niveau international en termes de climat. De respect de certaines... Voilà, de ses engagements. Je pense que on est proportionnellement un des pays qui pollue le moins. Donc je dirais que c'est plutôt des autres pays qu'il faut avoir des attentes. Ce qu'on peut négocier éventuellement, c'est des avantages notamment... je dirais économiques, commerciaux, eu égard aux sacrifices qu'on est en train de consentir, parce que je pense par exemple à nos négociations avec les Européens, où justement parfois on utilise tout ce qui est en relation avec le carbone pour faire la pression sur Rabat, pour essayer d'endiguer un peu les exportations marocaines. Donc, pour résumer, je dirais que en contrepartie de tout ce qu'on est en train de faire, je pense que il faudrait que le Maroc puisse bénéficier économiquement dans tout ce qu'il exporte, pour parler de façon concrète. Ça, c'est un avis personnel. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que tu disais, c'est la communication, la sensibilisation. Est-ce qu'on est bon vraiment en termes de communication ? Et je pense même sur le front interne, c'est-à-dire communication vis-à-vis de nos concitoyens. Alors, pour moi, on n'est pas bon. Voilà, en termes de prise de conscience, est-ce qu'au-delà, bien sûr, du politique, parce que c'est là où ça négocie, je pense en termes de climat, c'est notre COP, nous, quand on l'a organisé, c'est là où on a compris ce que ça représentait l'enjeu du climat. Je pense l'événement COP au Maroc, c'est pour moi, il y a un avant et un après, parce qu'on se disait, de toute façon, c'est un sujet qui ne nous concerne pas. Mais quand on a organisé la COP, je pense que les Marocains se sont rendus compte un peu de l'urgence, surtout des enjeux, et surtout de ce que le Maroc fait
prépare et entend faire. Donc, on est vraiment dans un avant et un après. Après, la COP marocaine, à un moment donné, tout ce sujet sur le climat, on le voit même dans le média. On communique quand il y a vraiment des événements, c'est-à-dire même du côté gouvernemental, il n'y a pas beaucoup de... on a plus eu affaire à des polémiques que je dirais de la bonne sensibilisation. Je rappelle une ministre qui embarque avec elle une délégation d'une centaine. Oui, des choses. Si tu veux avoir vraiment l'archivage de toutes les polémiques, demande à Douyeb. Non, mais c'est important de le dire. Et malheureusement, ça ne... D'ailleurs, à tel point que cette année à la COP, il n'y avait pas de pavillon marocain. Par exemple, ouais. Et c'est là où, merci de me tendre la perche, mais c'est là où on commence à avoir la méfiance. Mais comment se fait-il qu'on peut mettre autant de moyens dans un événement il y a une année, et là, le gouvernement qui ne communique pas, qui ne présente pas les bilans, et là, je trouve que c'est regrettable. Donc, en termes de communication, il y a quand même beaucoup à faire. Oui, il y a à faire, d'autant plus que... j'ai l'impression que c'est toujours un peu basique. Hein. Il pleut, on est content. Il pleut pas, donc on se dit... Non, mais c'est vrai. J'ai une question vraiment un peu... Alors, attends, je voudrais terminer là. Il y a un sujet très, très important, et moi je veux bien qu'on en reparle d'ailleurs, mais jusqu'à plus soif, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est la répartition de l'eau dans les territoires. Parce que c'est notre problème, en fait. Ouais, hein. On parle de stress hydrique, mais il y a des régions qui sont plutôt, qui arrivent à s'en sortir, et puis il y a d'autres régions qui sont extrêmement arides. Et il faudrait qu'il y ait une vraie répartition, et que les travaux qu'on est en train de faire et qu'on a promis depuis longtemps, les investissements se fassent. Et ce serait. Mais je pense qu'on communique pas assez, et on communique pas assez dès l'école. Oui, et tu m'excuseras parce que tu me disais, j'ai l'archive des polémiques. Quand on communique sur l'eau, quand on a par exemple la maire de la ville de Casablanca dit dans un meeting électoral, vous savez, s'il n'y avait pas notre gouvernement ou notre chef de gouvernement, peut-être les Casablancais ne pouvaient pas boire de l'eau. Donc vous voyez que au lieu de faire de la bonne communication, de la communication qui soit la plus douce possible, et d'expliquer, parce que, attention, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites là. Pour l'eau de Casablanca, c'est vrai qu'il y a un effort gigantesque pour pouvoir acheminer de l'eau. Tout ça, c'est très bon. Mais maintenant, la façon de l'expliquer, mon Dieu, Pourquoi on en parle ? Parce que c'est la journée du climat aujourd'hui. Voilà. Donc on est purement dans de la communication. Exactement. Voilà, et il faut partager, il faut partager l'info. Vous vouliez rajouter, mon cher Wissam. Une polémique. Non, par rapport à ce que tu disais, Franck, pas de façon polémique, je pense que c'est un phénomène, je pense, qui est naturel, parce que ce sont des sujets très techniques. Et du coup, par exemple, sur cette question des autoroutes de l'eau, pour justement faire en sorte que l'eau arrive dans des régions autrement arides, je pense que les gens ont beaucoup suivi ça, mais pour avoir une compréhension fine de la raison d'être de ce projet, je pense qu'il faut l'avoir suivi pendant plusieurs années. Mais en tout cas, je pense qu'il y a forcément un effort de communication à faire. Ouais. Et il y a aussi un effort de communication à faire, parce qu'on en parle toujours à peu près une fois dans l'année. Voilà. C'est sur les agriculteurs. Ouais. Parce que il y a un vrai effort qui est fait actuellement par les agriculteurs et par tout l'écosystème de l'agriculture sur l'utilisation de l'eau, sur des nouvelles technologies, y compris d'ailleurs qui intègrent des agences internationales qui financent des choses. Moi, je pense par exemple au semi-direct. Ça fait des années qu'il y a des agriculteurs dans le Harb, dans d'autres régions, qui testent le semi-direct, qui utilisent le semi-direct, qui est une technique pour laquelle on ne laboure pas la terre, on la laisse tranquille, et donc on utilise beaucoup moins d'eau. Mais on n'en parle jamais. Voilà, c'est là où je dis il y a un effort de pédagogie, de communication, de sensibilisation. Je trouve, c'est sûr qu'il y a des initiatives comme celle-là qui sont extraordinaires. Maintenant, la façon comment on les partage avec nos concitoyens, c'est là où on a ce chaînon-là. On a du mal, on n'a pas les mots qu'il faut, on ne sait pas...
c'est quand même assez fou qu'on puisse faire autant de choses, mais ne pas les partager, l'expliquer. Et ça, c'est le rôle du politique. Voilà, c'est la pédagogie à trouver. C'est un peu notre rôle aussi. Hein, oui, dans le sens. Mais les médias ont besoin. Mais les médias ont besoin aussi du bon interlocuteur et de la bonne information. Voilà. Ouais. On va se retrouver juste après les informations avec Karim Droné pour parler d'enseignement scolaire. Autre sujet. On va parler d'enseignement et d'école ce matin avec ce projet de loi 59-21. Alors, je veux dire qu'il traîne dans les couloirs depuis pas mal de temps, qui a été adopté par la Commission de l'enseignement et à la Chambre des représentants. Le texte se veut une nouvelle architecture pour l'école marocaine avec une scolarité obligatoire élargie, un encadrement renforcé du privé et des nouveaux outils pédagogiques. Et il suscite déjà de fortes réserves chez les syndicats, inquiets des effets possibles sur la gratuité, les droits des enseignants et la gouvernance du système. Alors au-delà des intentions, la mise en œuvre concrète reste le vrai défi, notamment dans les territoires les plus fragiles. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? C'est parce que la semaine dernière, ce texte a déclenché pas mal de remarques, notamment un point de ce texte sur une amende de 5000 dirhams qui serait donnée aux parents des enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà. Donc ça a été 6 heures de débat sur ce point du texte qui a finalement été adopté. Vous en pensez quoi, vous ? Oui, Sam. Je pense que c'est une bonne chose. Je veux dire, il faut bien avoir des dispositifs comme cela pour parvenir à une scolarisation universelle. C'est-à-dire que dans les textes de loi marocains, c'est un principe qui est établi que jusqu'à un certain âge, il faut obligatoirement être à l'école. Mais je pense que nous tous, par exemple, nous promenons des jours de semaine, on trouve partout des enfants qui ne sont pas à l'école. Et il faut justement mettre à l'amende de façon littérale les parents qui sont récalcitrants et qui ne prennent pas au sérieux la scolarité de leurs enfants. Peut-être qu'il faut même ajouter des dispositifs plus sévères. Par exemple, impliquer la police. Je sais que à une certaine époque, c'était le cas dans certains pays, notamment la France, si je ne m'abuse. Donc, moi, je suis tout à fait pour ce genre d'amendements et de dispositions dans les lois marocaines. Moi, si tu permets, je situe un petit peu ce sujet-là de l'éducation parce qu'il y a un contexte politique. Oui. Par rapport au profil du ministre, parce que quand même on parle comme tu disais, c'est un texte qu'on attend depuis pas mal de temps. Mais il arrive je suis désolé, c'est l'actu qu'il fait, c'est pas parce que j'ai envie de le dire, mais le ministre porteur de cette réforme est en pleine, je dirais, l'objet d'une polémique incroyable. Voilà. Non, mais c'est l'actu qui le dicte, c'est pas moi qui le dis. Donc, vous voyez, donc l'opposition, de manière générale. Alors, est-ce qu'on peut rappeler cette polémique ? Oui, sur cher Mohamed Douillet, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Parce que ce ministre, il est accusé d'être, je dirais, dans une situation de conflit d'intérêts. Et il aurait sa société aurait gagné des marchés de la part, je dirais, du ministre de la Santé. Donc voilà un peu pour... qui est dans le même parti. Qui est dans le même parti. Donc on est et l'opposition qui monte au créneau en disant on est dans une situation de conflit d'intérêts manifeste et donc il faut une enquête, il faut ceci, il faut cela. Donc du coup, quand vous avez un ministre qui vient au Parlement, qui vient devant une commission présenter un texte de réforme. Vous voulez dire il est affaibli. Voilà, merci beaucoup. Donc dans le sens, il est affaibli. Donc on voit pas ce qu'il propose ou ce que propose le gouvernement à travers cette réforme, mais on va le maltraiter par rapport à cette question-là et malgré les assurances et malgré les garanties qu'il a données, ça ne
passe pas. Donc du coup, oui, ce texte, moi, j'aurais du mal à croire qu'il va passer au-delà de son contenu. Au-delà de son contenu, voilà, au-delà de son contenu. Donc après les amendements, comme tu disais, Wissam, est-ce que oui, les parents, c'est quand même quelque chose qui est quand même difficile à digérer, que des parents puissent être, voilà, donc par rapport à notre culture, donc c'est pas quelque chose qui va passer facilement. Mais, moi je comprends. Oui, mais ce n'est pas la position de Wissam. Effectivement, l'école c'est obligatoire. Donc oui. si on prend oui. Et d'ailleurs ce projet de loi 59-21 le rappelle vraiment et le pose comme quelque chose qui ne doit pas changer. C'est bien, mais il y a ce qui est rappelé par certains parlementaires, c'est les inégalités territoriales. Oui. C'est-à-dire on peut oui. pas on peut peut-être, c'est très compliqué de tout mélanger. On peut rappeler que certains enfants font beaucoup de kilomètres pour aller à l'école, souvent dans des conditions qui sont pas faciles. Est-ce que finalement on peut avoir la même loi pour tout le monde? C'est la question que je pose. Et puis aussi, oui, au-delà de ça, aussi la question du privé. Bah oui, on peut pas avoir la même école. Maintenant, on a ce qu'on appelle les écoles, c'est ça, Riyad, les écoles pionnières. Voilà, c'est un modèle de classe qui fait aussi, qui suscite beaucoup de remous. Quel est le bilan de ces classes-là? Donc, pourquoi favoriser certains et pas d'autres? Pour dire finalement que ce sujet de l'école, on est encore loin, même avec tout ce qu'on a pu accumuler aujourd'hui comme réforme, mais on a encore sur des questions profondes, on a encore du mal sur cette accessibilité de l'école. Tu le disais très bien, Franck. Est-ce que dans tous les territoires, l'accès de l'école est simple? La réponse, non, mais là, la réponse est non. Oui, pour des raisons qui sont objectives, géographiques, mais qu'est-ce que fait le politique dans ce cas-là? Sur la question du privé, parce que c'est très important, c'est un sujet qui revient. On en parlera bientôt d'ailleurs. Voilà, donc tout ça fait que le sujet de l'école, là aujourd'hui, il n'y a pas un contexte qui est, je dirais, serein. Moi, je trouve, il n'y a pas un contexte politique serein pour discuter une réforme aussi importante. Là aujourd'hui, dans des conditions actuelles, je ne pense pas, parce que on voit les syndicats les plus représentatifs sont là, je pense qu'ils vont bloquer tout, ils veulent plus entendre parler de cette réforme-là, ils disent qu'ils sont pas entendus, un ministre affaibli, un gouvernement en fin de mandat pour venir avec un texte aussi important, donc je dirais que là, ça a moins de chances d'aboutir. Les syndicats sont mobilisés pour la mise en péril de la gratuité, en fait. Ouais, la gratuité, le sujet. Bon, je suis pas tellement d'accord. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils constituent un contre-pouvoir politique important. Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on ne peut plus faire l'économie du financement privé. C'est-à-dire que ça fait partie de l'équation, il faut l'accepter. Ça peut aider justement à régler certains des problèmes qu'on a évoqué tout à l'heure, dont on a parlé, par exemple en termes d'accessibilité, parce qu'il ne faut pas voir le privé comme étant uniquement une offre destinée à une certaine bourgeoisie, et je mets ça entre guillemets, marocaine, qui a les moyens d'accéder à l'enseignement privé, mais il faut aussi voir le potentiel économique et financier que ça peut offrir, parce que on peut très bien mettre en place des dispositifs qui permettent d'allouer une partie des montants engrangés grâce à l'ouverture au privé, ou davantage d'ouverture au privé vers le rural. C'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Je sais que c'est un sujet de discussion important depuis la charte de 99, je pense, qui avait mis en avant ce qu'on appelle les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés. Sinon, rapidement, Franck, par rapport au point que tu as évoqué, bien sûr que la situation n'est pas la même partout au Maroc. Je pense que par rapport à ma compréhension de l'amende qu'on a évoquée, c'est qu'elle met en cause les parents dans les cas où leur responsabilité est établie, pas lorsque les conditions objectives ne permettent pas à l'enfant d'aller à l'école. Ceci étant dit, ça on peut bien sûr en discuter un autre jour, parce que je sais qu'on n'a pas
le temps de faire des thèses là-dessus, mais il faut un jour peut-être réfléchir à avoir davantage d'autonomie au niveau des régions au plan de la scolarité. Je sais que c'est partiellement prévu dans ce projet de loi, parce que j'ai lu les articles, Franck, que tu as partagé avec nous avant l'émission. Mais il travaille, Franck, attention. Je vous ai bombardé. Je vous ai bombardé d'articles d'un PDF avec toute la loi. Mais bien sûr. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Bien sûr, ça veut dire qu'on se prépare, on ne vient pas. Oui, bien sûr. Mais je tiens à le souligner. Franck, il bosse, il travaille. Attention. C'était un dimanche en plus. Ah oui, un dimanche. Voilà. C'est exactement. Mais je voulais savoir, mais j'étais un peu perdu là-dedans aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais beaucoup de choses. Et effectivement, ça demande à être un peu affiné, quoi. Oui, bah oui. Oui. Et sur cette, je reviens toujours à l'importance de la communication et à l'importance du contexte politique et comment on explique les choses. Quand on voit une séquence, par exemple, heureusement qu'on a des petites séquences qui sortent un petit peu des débats, des commissions. Cette séquence où le ministre de tutelle, à un moment donné, dans un élan de spontanéité, et comment il parle aux élus en disant, regarde, voilà ce que les parents devraient faire, voilà comment... où il y a beaucoup de, je dirais, de maladresse et de messages assez négatifs et là ça vous coûte cher en termes, quand on veut défendre une loi, se permettre aussi un écart en termes de, je dirais, de discours et qui coûte très cher, et donc on retient que ça. Donc quand le politique n'arrive pas à présenter les vrais enjeux, à expliquer, à être dans la pédagogie, là on se retrouve, et tu as remarqué, tu as suivi ça, les réactions sur les réseaux sociaux, mais pour qui se prend ce ministre en donnant en donnant aux parents dans les régions les plus éloignées comment faire, donc alors que forcément ils vivent pas ce qu'ils vivent, et comment d'une manière aussi simple de dire, je me rappelle qu'il a dit dans le style, si mes souvenirs sont bons, emmenez vos enfants dans les écoles pionnières, même si ça doit vous prendre 1 heure ou 2 heures en marchant à pied, enfin quelque chose comme ça. Ça, ce sont des messages qui ne passent pas quand des gens vivent des situations difficiles. Voilà, donc, quand on étudie la somme folle de documents que je vous ai envoyés un dimanche après-midi, je pense que j'ai été vraiment impressionné par ce qu'on voulait faire en termes de communication. C'est-à-dire que on veut montrer une école moderne. Nous, on est capable de faire une école moderne avec des centres d'épanouissement pour les enfants, avec ces écoles pionnières. Mais finalement, on parle jamais de pédagogie, on parle jamais de formation des enseignants. Enfin, on a envie de dire, bon, on préférerait presque avoir encore de la peinture pourrie sur les murs, mais à la limite que le contenu soit là, et que le contenu soit bon, quoi. Et c'est ça, c'est peut-être ça qui ressort de ce qu'on a pu lire sur les propositions dans cette loi 59-21. Je sais pas, c'est un avis personnel. Non, le capital humain c'est la base pour faire avancer l'école à l'échelle d'un pays. Malheureusement, on n'a pas réussi là-dessus beaucoup. Je me souviens d'interventions régulières que faisait un ancien, pas un ancien, mais un actuel conseiller, je ne sais plus s'il est en poste, du ministre de l'Éducation, qui a aussi d'ailleurs fait partie de la commission sur le modèle de développement, qui avait expliqué l'idée comme quoi pour que l'école avance, il faut que la carrière d'enseignant redevienne valorisante, c'est-à-dire aussi bien au niveau symbolique qu'au niveau matériel notamment. Malheureusement, est-ce que aujourd'hui on attire vraiment les meilleurs profils vers l'enseignement? Gros point d'interrogation. Mais c'est là où je reviens à la question du privé. Il ne faut pas prendre les choses, comment dire, il faut rester ouvert d'esprit. Peut-être que la solution peut venir de là. Et même en termes d'offres pédagogiques, moi, j'ai un discours peut-être trop libéral sur les bords, mais c'est parce qu'en fait, j'ai vécu pendant une certaine période aux États-Unis. Et j'ai vu les effets positifs de l'intervention du privé et de l'initiative privée dans la réussite du modèle scolaire.
Alors, ce n'est pas un modèle peut-être qui est duplicable à l'universel. Alors, vous pouvez un peu expliquer en quoi consistait l'intervention du privé dans le modèle d'éducation? Alors déjà en fait il y a une large liberté en termes d'initiative, c'est-à-dire que on peut très facilement investir dans l'enseignement. C'est très décentralisé, c'est-à-dire vous avez des politiques étatiques, mais ça va de soi parce que c'est un pays qui est fédéral. Et en même temps, vous avez même des possibilités pour des parents de constituer des écoles à travers ce qu'on appelle les, je sais pas si je vais peut-être l'écorcher, charter school. Et ça permet à la fois de choisir le modèle pédagogique, et ça offre aussi une grande diversité en termes de financement qui peut par exemple faire appel aux ONG. Et ces dispositifs financiers notamment, mais aussi réglementaires, moi je pense qu'on peut très bien les appliquer ici même au Maroc. Donc pourquoi ne pas avoir l'esprit ouvert? Pourquoi forcément considérer que dès lors qu'on sort du modèle public, on est forcément dans la marchandisation au lieu d'être dans la créativité? Parce que l'État veut toujours avoir la main sur une gestion totale d'enseignement, parce que c'est important, c'est des contenus. Et donc, si tu vois même les chiffres aujourd'hui du privé, on en parle beaucoup, on croit que le privé représente, le privé ne dépasse pas, je pense, les 15% de toute je pense, mes chiffres sont bons, même pas 20%. Donc on n'est pas vraiment dans un déséquilibre, même si dans les communications des syndicats ou on dit attention, le privé est en train de gagner du terrain, comme si c'était parce qu'on voit ça à Casa, Rabat, Marrakech ou dans les grandes villes, on croit que le privé est en train, non. Le public reste le pilier de l'éducation au Maroc et de l'école au Maroc. Mais, comme tu disais, est-ce qu'on a assez d'ouverture d'esprit, je dirais même sur le plan politique, pour qu'on puisse se dire, on va vraiment ouvrir, mais là, il faut avoir les moyens. Moi, je pense que sur la partie théorique, on a tellement fait de belles choses, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit depuis une quinzaine d'années, au moins, moi de mémoire de journaliste, depuis que j'ai démarré, ce qu'on a accumulé comme connaissances sur le terrain, sur théorisation d'un petit peu de l'école publique, de ce qu'on veut de l'école publique, on a vraiment des références, des documents qui font office de référence. Vraiment, je salue tout le travail qui a été fait, parce que quand même, on a mobilisé du beau monde autour de cette question-là. Donc vraiment, l'État a fait le boulot, si j'ose dire. Mais après, appliquer, opérationnaliser tout ça, le capital humain, je vais dire les choses qui ne vont pas plaire, mais quand on voit le capital humain qui est politisé, c'est-à-dire comment les syndicats ont la main aussi sur ce secteur-là, ils peuvent tout bloquer quand ils veulent. Oui, c'est un blocage. C'est un blocage total. Récurrent. Est-ce que les syndicats sont à la hauteur? Est-ce qu'on l'esprit à la hauteur de tout ce qui se prépare ou pas? C'est une autre question. Donc du coup, l'école reste prisonnière un petit peu de tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu organiser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à l'enseignement, à l'éducation, aussi bien dans le privé que dans le public. Est-ce qu'on n'aurait pas pu organiser une grande réflexion nationale? Mais ça a été fait, c'est ce que je suis en train de dire, ça a été fait. Tout ça a été fait. On a tout. Puisque, bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé, sur les manifestations, sur la Gen Z. Bien sûr. L'éducation fait partie évidemment des demandes de ces jeunes, comme la santé. C'est très important, mais je pense que c'est un débat. Moi, je suis très content, parce que dans les décodeurs, on va pouvoir débattre de l'enseignement scolaire, et dans le privé et dans le public, pendant très très longtemps. Messieurs, vous revenez juste après les informations de Mourad Baba. Avec mes décodeurs d'aujourd'hui, je dis mais bon, c'est pas mes décodeurs, hein, mes amis, Wissam El Bouzdani, rédacteur en chef de Maroc Hebdo, et Mohamed Douyeb, journaliste, fondateur de Le Média et communicant. Tiens, je voulais juste dire vous avez fait une série d'articles sur l'affaire Ben Barka, absolument remarquable dans Maroc Hebdo, donc je voulais le signaler à ceux qui lisent la presse. Merci pour la pub. Et lisent la presse en ligne, parce qu'on peut retrouver évidemment tous les articles. Deuxième sujet d'aujourd'hui, les élections. Oui. Ça se prépare, oui. C'est bientôt. On est dedans, pas bientôt, on est dedans, on est vraiment dedans. Alors,
réforme électorale, élection 2026, la grande mise à jour. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Chambre des représentants a adopté 3 textes qui sont le noyau de la réforme électorale. Je le dis pour les auditeurs. Le projet de loi organique 53-25 modifiant les règles d'éligibilité à la Chambre des représentants, le projet 54.25 relatif à l'organisation et au financement des partis politiques, et le projet 55.25 révisant les listes électorales, les référendums et l'usage des médias audiovisuels durant les campagnes. On en parlait la semaine dernière. Bon, qu'est-ce qu'on attendait de cette réforme électorale ? On n'attendait pas une modification du scrutin ? Enfin, non, pour être lucide, non, pas du tout. Là, non, du tout. Ah, c'est marrant, ça. Bon, non, du tout, okay. Non, franchement, non, pour être lucide, maintenant, on pouvait formuler des vœux pour le revoir. Oui, mais sûr. Moi, je parle de l'appareil politique ou d'un autre paysage politique. Moi, je n'ai pas vu des voix au sein de certains partis vraiment prendre à bras-le-corps ce sujet-là. On en parlait, mais de manière un peu timide, mais parce qu'on savait qu'on allait avoir un nom, clair de la part de l'intérieur. Donc oui, non, du tout. Oui, Sam. Sur cette réforme électorale, il y a plusieurs points. Ceux qu'on a bien mis en avant, c'était la participation de plus de jeunes et plus de femmes également. Ça, c'est important. Ce seront quand même des avancées. Oui, naturellement, parce que c'est un des gros défis du Maroc depuis un certain nombre d'élections. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des parlements qui sont constitués, je veux dire, plus que les parlements, c'est toutes les corps élus qui sont constitués par seulement une partie de la population qui n'est pas forcément représentative, et ça a des implications majeures, notamment au niveau législatif, parce que c'est au niveau du Parlement que les lois sont faites. Donc, créer des dispositifs qui permettent justement à ces deux catégories les plus délaissées de s'exprimer, surtout dans le contexte post-Gen Z, parce que on a vu finalement que beaucoup de jeunes Marocains, hommes et femmes, ne se sentent pas représentés par la classe politique, sinon ils n'auraient pas battu le pavé pendant plusieurs jours. Du coup, essayer de les intégrer dans le jeu institutionnel pour qu'ils puissent peser directement, c'est toujours une avancée à saluer. Oui, mais les partis ne sont pas aussi, je dirais, par rapport à cette question des indépendants et des jeunes, parce que ça les perturbe dans leurs calculs, parce que l'État quand même qui met la main dans la poche pour financer des campagnes de jeunes, enfin moins de 35 ans, c'est ça, je pense, moins de 30 ans. 35, moins de 35, oui. Voilà. Du coup, donc, pourquoi... Et puis c'est plus 5%, c'est 2%. C'est 2%, exactement. Donc, vraiment, il y a un effort, et ça a été très dur à faire passer cet amendement-là, parce que je pense, c'est un amendement d'ailleurs de la majorité, tiens, c'est quand même assez intéressant à souligner, parce que ça perturbe les calculs des partis. Pourquoi moi, jeune, je vais aller m'encarter, je dirais, avec tel ou tel parti, si je peux, en ayant mon indépendance. Maintenant, l'expérience électorale politique marocaine démontre de manière claire que les indépendants ont vraiment du mal. Et là, vraiment, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, il faut que nos politologues nous expliquent un petit peu les mécanismes, parce que, curieusement, les indépendants ne trouvent pas assez de place au sein du Parlement. Donc vraiment, c'est le Parlement, il est fermé aux indépendants. Je ne parle pas du parti qui est aujourd'hui chef de file, mais qui... Et donc, et quand je vois, par exemple, juste pour rester dans l'actu, on est dans une émission d'actu, il y avait une très belle, je dirais, rencontre à l'université Mohamed V à Rabat sur les évolutions du paysage, je dirais, politique, où certains ténors ou certains personnalités influentes au sein des partis ont quand même partagé leurs analyses. Et moi, j'étais stupéfait de voir que un représentant du parti qui est aujourd'hui chef de file du gouvernement, qui est le RNI,
quand même envoyé des critiques acerbes à ce qu'on peut appeler l'état profond, c'est-à-dire le rapport d'un parti qui est aux commandes avec tous les représentants des pouvoirs publics, c'est-à-dire le wali, le gouverneur, et que finalement, les conseils communaux, les conseils électoraux ont du mal à faire avancer le politique d'un gouvernement parce qu'en face, il y a un mur qui est quand même un wali, qui est quand même un gouverneur, et que c'est difficile de cohabiter dans cette... Donc, quand vous avez quand même un représentant très, je dirais, attitré d'un gouvernement dire ça, c'est que sur le plan politique, il y a encore des choses à faire, et que même si on est, je dirais, le résultat d'un vœu massif d'une population, il y a quand même, il faut cohabiter, il faut travailler main dans la main pour pouvoir avancer, et c'est chose qui te parle, Franck, comment servir les territoires. Oui. Comment servir les territoires, ça c'est notre vraie équation aujourd'hui, au-delà des politiques gouvernementales. Comment au niveau de la région, au niveau du local, du régional, de région, comment les conseils communaux arrivent à faire passer les politiques publiques, à les exécuter. Donc le sujet des élections est quelque chose pour moi 2026 qui va être un rendez-vous spécial. On revient juste après ça. La suite des décodeurs, on parle de la réforme électorale. Mohamed, vous étiez dans l'actualité. Oui, ça, je vais rester. Oui, restez dans l'actualité. C'est bien. On est dans l'actualité dans cette émission, on doit le dire. On est généreux. Ah ben, on partage tout. On partage tout. On n'est pas dans le... Non, c'est juste en fait par rapport à ce que disait juste à l'instant Si Mohamed sur cette déclaration d'un ancien ministre qui est en même temps membre du RNI, le parti principal parti de la majorité. Un sage, on va dire les sages. Donc, exactement. Qui mettait en cause, qui a mis en cause l'implication des représentants dans l'administration. Exactement. Donc en l'espèce des wali, gouverneurs, etc. Oui. Je veux dire, sur le plan théorique, je pense qu'il a forcément raison. Il faut peut-être davantage de marge aux élus pour pouvoir agir. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans le contexte marocain, ce sont justement ces wali et gouverneurs qui ont pu faire avancer les choses. C'est-à-dire que sans leur implication, sans le travail qui a été fait par l'administration avec un grand A, c'est-à-dire principalement le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si aujourd'hui on aurait été en mesure d'organiser cette Coupe d'Afrique qui arrive dans quelques jours ou potentiellement de préparer la Coupe du Monde, parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau des infrastructures, leur rapport managérial a été très fort. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, par exemple, chacun à sa place? L'État est à sa place, les parlementaires sont à leur place, les politiques sont à leur place. Surtout dans le contexte marocain. Oui, après, je comprends peut-être que, puisque là aussi les questions de moralisation... oui, c'est là on est dedans, parce que c'est là la réforme. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que au-delà de la vision de chacun dans sa place, parce que théoriquement, oui, c'est beau, chacun dans sa place, mais dans les localités, dans les régions, c'est là où la moralisation et la réforme, le processus électoral, est-ce qu'on a les profils, l'élite, je dirais l'élite politique qui va pouvoir faire avancer des sujets importants avec un vis-à-vis. Il y a des régions où ça se passe très bien. Oui, alors très bien, ça c'est nuancé. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment les bilans qu'il faut. On n'a encore que des polémiques. Quand on voit des séquences sortir dans les réseaux, sur les réunions. Non, mais c'est comme... Bien sûr, mais vous parlez d'un exemple. Non, il y a plusieurs. Je vous assure. De commune. Non. Je vous assure que. Parce qu'il n'est pas content. Non. On parle de corruption, etc. Je vous assure que c'est le cas de pas mal de conseils et où là vraiment, on est vraiment dans un vrai sujet. Le profil de l'élu. Et je pense avec ce qu'on a dû voir, les séquences qu'on a dû voir au Parlement, à la Chambre des représentants, et commencer à se poser des questions, ces gens, ils font quoi
dans ce Parlement. Est-ce que ces gens ont... Du coup, moi je trouve que cette réforme, elle est quand même plus nécessaire. claire. Et elle est nécessaire. Non, mais elle est Absolument. elle est nécessaire. Maintenant, tu peux faire la réforme que tu veux, mais encore une fois, c'est les partis. Est-ce que c'est pas le rôle des partis d'encadrer tout ça? Alors évidemment, vous allez me dire, mais il va y avoir des indépendants. Les indépendants, ils sont sans parti. Oui, mais ils représentent quoi? Très peu. Très peu, oui. Mais est-ce que c'est pas le rôle des partis, bon sang? C'est la dire bon sang, quoi. La responsabilité des partis politiques, c'est-à-dire déjà séduire l'élite et séduire les... Est-ce qu'aujourd'hui, les profils... On peut pas faire n'importe quoi, voilà. Tout. Mais ils le font pour gagner les élections, parce qu'il faut gagner les élections. Et aujourd'hui, moi je dis intéressant cette échéance 2026. Est-ce qu'on va reproduire un peu le même schéma de 2021? Je pense pas, parce que aujourd'hui il y a eu une pression, quand même, qu'on le veuille ou pas. Il y a eu une pression de l'opinion publique aujourd'hui. 2021 n'est pas 2026, avec tout ce que le Maroc a traversé, vers quoi il aspire. Donc on n'est pas dans... Il y a un vrai sujet qui nous attend, il y a les provinces du Sud, il y a un modèle qui est en train de se préparer. Donc tout cela, le politique est en train de s'adapter et d'évoluer et de proposer autre chose. On peut pas... D'où pourquoi ce sujet est important et pourquoi l'intérieur le prend à bras-le-corps. Parce qu'on pouvait dire que le gouvernement qui présente, mais symboliquement... Non, il revient, Laftit, tout le temps. Oui, mais c'était le roi qui l'a demandé. C'est le roi qui a demandé à ce que l'intérieur puisse prendre en charge ce sujet-là pour éviter toute, je dirais, interprétation politique aux politiciens. Parce que c'est même la première fois qu'on a, enfin, ou depuis longtemps en tout cas, on n'a pas un ministre de l'Intérieur qui s'investisse autant là-dessus. Mais bien là-dessus, et avec tout, parce qu'il a en face quand même une opposition qui est très farouche, représentée notamment par le PJD, qui est à contre de pas mal de, je dirais, de dispositions. Tu parlais du mode du scrutin, parce que c'était le vœu un peu amphi de dire, est-ce qu'on va pouvoir, mais si on propose autre chose, remarquez ce qui peut arriver. Donc on est vraiment dans un moment assez... Le mode de scrutin, il y avait le découpage électoral aussi. Exactement. Enfin, mais il y a débat. Et tant mieux qu'il y a débat là-dessus. Et encore une fois, il nous faut de la pédagogie pour nous expliquer tout ça. Voilà. Le mot de la fin sur ce sujet, sur les partis, je pense que c'est important. Très très rapidement, je pense que... Et après, on passe au débat express. Encore? Bah oui. Oui, encore, bien sûr. Il était déjà parti. Il se levait. Il enlevait son casque. Voilà. Alors, en parlant de partis, justement, pas de partir. Les partis sont une composante essentielle du jeu démocratique. Je pense qu'il faudra forcément à un moment penser à une ouverture, à de nouvelles formations. Parce que ce que je vois par exemple dans ce laboratoire démocratique qu'est l'Europe, ce qui a permis aux gens de continuer de croire au jeu institutionnel, c'est la possibilité de créer de nouveaux partis qui pour eux en semblaient plus représentatifs. Ça s'est vu en France par exemple avec le parti d'Emmanuel Macron, ça s'est vu en Espagne avec Podemos, etc. Donc il faut vraiment, je pense, qu'il y ait des possibilités nouvelles pour changer peut-être cette classe politique actuelle, partisane du moins. 9h22, les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Les débats express, on commence avec Bye Bye Bachar. Bachar el-Assad, qui, il y a un an, était parti pour Moscou. Alors, ça fait un an, donc évidemment, on en parle aujourd'hui. Il habite dans un très bel appartement, plafond haut, mur couleur crème, lustre en cristal. Les dorures sont partout, le bon goût nulle part. Ce sont des journalistes allemands qui disent ça, qui ont eu l'occasion de visiter un appartement, l'appartement voisin à celui de Bachar el-Assad. C'est une vue panoramique sur la rivière Moskova. Je vous dis, voilà, vous le savez maintenant. Et que fait Bachar el-Assad de ses journées, à votre avis? Oui, question... Eh bien, d'après un intime, il passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo en ligne. Comme quoi? Je sais pas, mais imaginez, vous jouez à Roblox par exemple et vous avez un profil qui arrive sur votre écran, Bachar. Voilà. Donc il est aussi il passe son temps dans les hôtels à rencontrer d'autres gens, notamment son frère qui est à l'hôtel Four Seasons à Moscou. Et évidemment,
cette famille ne manque pas d'argent, puisque je vous rappelle que la Banque centrale syrienne avait fait transporter vers Moscou plus de 250 millions de dollars en liquide, 2 tonnes de billets, donc l'argent de la drogue, évidemment, et de la spoliation de son peuple. Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'abord, le fait qu'il ne soit pas extradé, et puis, deuxièmement, la reconstruction de la Syrie, quoi, avec un Bachar qui est là à Moscou et qui vit tranquillement, qui n'a pas été arrêté, par exemple. Oui, politiquement, je pense que on peut le comprendre parce que la Russie ne va pas le livrer, vu que c'est un ancien allié. Le livrer, ça serait un mauvais signe pour ses autres alliés dans les autres pays. Après, je pense par rapport aux questions financières, il faudra peut-être que la Russie fasse des concessions, c'est-à-dire qu'elle aide la Syrie et le peuple syrien à récupérer une partie de l'argent spolié, peu importe l'origine, parce que on sait qu'une grande partie provient de ce trafic qu'il y avait au plus fort de la guerre civile du Cap-Tagon. Le Cap-Tagon. Donc, voilà, une drogue qui a fait vraiment beaucoup de ravages au Moyen-Orient. Mais voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais en termes de communication, qu'on puisse fuiter ce genre de choses, c'est qu'on est dans une nouvelle séquence. C'est qu'aujourd'hui, on ne savait rien, mais là, on commence à... Voilà, il y a un effort de dire qu'il est là, qu'il est visible, qu'il vit sa vie comme si rien n'était, et que bon, la Russie est là, comme tu dis, elle le couvre jusqu'au bout. Là, c'est comme... Est-ce que cette séquence prépare autre chose? Est-ce que... parce que comme à un moment donné, on n'avait pas d'infos, on ne savait pas... s'il était vraiment en Russie, parce que bon, on disait bon, il était là, mais est-ce que vraiment il était en Russie ou ailleurs? Non, il est là. Voilà, donc il joue, donc voilà, des journalistes qui s'approchent même de son appartement. J'ai joué avec lui hier soir. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis, je pense que sur l'avenir des relations de la Syrie avec la Russie, ça c'est quand même une belle séquence à voir. Et sur quelle base on peut aujourd'hui imaginer la Syrie actuelle avec son chef actuel et avec la Russie sur quoi? Là, ça reste un sujet pour moi qui reste un grand mystère pour le moment. Oui, effectivement. J'ai plein de sujets pour vous, donc on va aller vite. Il y en a un qui date de ce matin. Les ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union européenne se prononceront pour la première fois sur 3 textes présentés cette année par la Commission européenne afin d'encadrer plus strictement les arrivées et les renvois de migrants. Et notamment, donc on prévoit aujourd'hui un vote avec un net durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne, mais aussi valider le concept de hub de retour pour migrants. Wow. Des hubs de retour qui seraient situés en dehors des frontières de l'UE pour y envoyer les migrants dont la demande d'asile aurait été rejetée. Les fameux hubs de retour qui pourraient être votés aujourd'hui, cette idée. Alors bon, la France et l'Espagne ne sont pas vraiment pour, mais il y a pas mal de... Ah, c'est déjà fini. Ok, d'accord. Alors, rapidement. Okay. Non, c'est à l'italienne, je pense. Tout ça, c'est l'inspiration, tout ça, de ce que fait l'Italie aujourd'hui. Oui. C'est quand même fou. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que là, on a une régression par rapport à la gestion de l'immigration qui est juste folle. Oui, Sam. Simplement, j'espère que les pays nord-africains, du moins, diront non à ça. Parce que c'est eux qui sont concernés du fait qu'ils sont dans le Porto. Oui. Alors, écoutez, moi, il y a 2 secondes. Il y a un roman que je vous conseille de lire qui est sorti en 1973 qui s'appelle « Il y a quelque chose de pourri dans le royaume d'Angleterre ». Cherchez le nom de l'écrivain, j'en reparlerai. Mais c'est un roman d'anticipation qui est très très flippant. Et c'est une montée des droites et dans toute l'Europe. Tiens, ça rappelle quelque chose. Et il y a ces hubs de retour. Et figurez-vous qu'il y en a un au Maroc. Oula. C'est incroyable. Donc, je vous en parlerai un de ces jours. On croise les droits. Merci. On espère non. On croise les droits. On croise les droits. Exactement. Merci Wissam. Exactement. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Non, mais on est toujours speedé à la fin parce qu'on est speedé par l'actualité. Voilà, 9h28. Atlantique Matin.